Bonsoir à toutes et à tous, c'est Marcel, avec vous, sur la chaîne YouTube Parole douce nuit. Ce soir, nous allons voyager loin, loin dans le temps et plus encore dans la chaleur. Imaginez, au cœur du désert d'Iran, là où même après le coucher du soleil, le sable reste brûlant, comme s'il avait gardé la mémoire du feu. Le vent sec et âpre soulève des volutes de poussière qui s'accrochent à votre peau. L'air sent la terre, le bois brûlé, et quelque part, très loin, un soupçon d'anis s'échappe d'une marmite oubliée. Vous avancez lentement, les pieds s'enfonçant dans le sable ocre. Chaque pas émet un petit crissement discret, presque timide. Autour de vous, le désert respire encore, chaud, vivant, obstiné. Devant, un village ancien se dessine dans la pénombre. Ses murs d'argile portent les rides du temps. Les portes en bois grincent. Les ruelles s'étirent, étroites, sinueuses, comme si elles voulaient cacher leurs secrets. Et au-dessus, le ciel, large, bleu nuit, éclaté d'étoiles. Aucune lumière artificielle ne vient troubler sa perfection. Vous le regardez, un peu étourdi. Il scintille plus que n'importe quel écran que vous ayez jamais contemplé. Mais ne vous allongez pas encore. Ce soir, on ne médite pas, on ne compte pas les étoiles, on cherche à comprendre un miracle. Car dans ce monde de sable et de chaleur, des hommes, il y a des millénaires, ont réussi l'impensable. Ils ont fabriqué de la glace. Oui, de la glace. Pas au sommet d'une montagne, mais ici, au milieu du désert. Sans électricité, sans réfrigérateur, sans ventilateur, ni climatisation. Rien qu'avec le vent, la nuit et une intelligence patiente. Vous sentez la curiosité vous gagner. Comment ont-ils pu capturer le froid, là où tout brûle? Comment le conserver, l'apprivoiser, le transformer en richesse? C'est ce que nous allons découvrir ensemble, lentement, pas à pas. Mais d'abord, respirez. Inspirez la chaleur, le sable, le silence. Fermez les yeux un instant et laissez votre esprit s'enfoncer dans cette nuit d'Orient. Vous êtes là. Vous sentez le vent, la poussière, les odeurs de terre et de feu. Votre bouche est sèche, votre peau colle un peu, et soudain vous comprenez pourquoi les anciens Perses ont eu besoin de ce miracle. Parce que, soyons honnêtes, vous, ici, sans 3 bouteilles d'eau, sans parasol géant, vous ne tiendriez pas une journée. Une vraie catastrophe touristique. Alors avant de vous installer confortablement, prenez une inspiration lente. Peut-être un instant pour vous abonner, mais seulement si vous aimez les voyages, qui ne promettent ni confort, ni climatisation. Et pendant que la nuit s'installe, que les sons s'éteignent peu à peu, dites-moi, d'où écoutez-vous cette histoire? Et quelle heure est-il là où vous êtes? Car ce soir nous allons ensemble remonter le temps, marcher dans la poussière des siècles, et écouter le désert vous murmurer son secret le plus étrange. Comment les anciens Perses ont fabriqué la glace, avec du vent, de la terre et beaucoup, beaucoup de patience. Le jour s'éteint lentement, avalé par un ciel couleur ambre. Vous entrez dans le village, alors que le vent du soir soulève les premières ombres. Les murs d'argile, hauts et inégaux, gardent la chaleur du jour. Ils respirent doucement, exhalant cette odeur reconnaissable entre toutes. Un mélange de terre humide, de paille brûlée et de fumée. Les habitants passent près de vous, silencieux. Une femme au voile clair porte un pot d'eau sur la hanche. Un vieil homme pousse une porte grinçante, le regard perdu dans le lointain. Personne ne semble vraiment surpris de votre présence. Ici, les étrangers sont rares, mais pas étrangers à la curiosité. Puis un mouvement. Un garçon. Pieds nus, les cheveux en bataille, un bouquet de menthe à la main. Il court, sans se presser pourtant, et siffle une mélodie sans début ni fin. Une mélodie qui n'appartient à personne, ni au passé, ni au présent. Vous ne savez pas pourquoi, mais vos jambes décident de le suivre. Il tourne au coin d'une ruelle, disparaît. Vous hésitez un instant, puis avancez. L'air devient plus dense, plus chaud. Une lumière danse au bout du passage. Vous débouchez dans le marché du soir. Le sol est de poussière battue, les étals bas, faits de bois rugueux.
L'odeur des dattes grillées flotte, sucrée et brûlante. Un marchand fait tourner un éventail de papier devant un brasier. Les cuivres renvoient des reflets orangés. Les jarres d'eau perlent de condensation. Tout semble lent, calme, orchestré. Même le bruit des pas paraît mesuré. Vous marchez entre les allées étroites, effleurant de la main un tissu, une jarre, une poignée d'épices. La nuit est tombée, mais le marché n'a rien perdu de sa chaleur, et soudain, au milieu de ce murmure feutré, un son vous arrête. Un petit bruit clair, sec, presque impossible. Clac. Puis un autre. Clac. Vous tournez la tête. Là, derrière un comptoir de cuivre, un homme à la barbe soignée tient une louche en bois. Il la plonge dans un bassin, puis la ressort, pleine de morceaux translucides. Vous plissez les yeux. Ce ne peut pas être de la glace. Vous restez figé, l'esprit vide, les sens en éveil. Peut-être du sel, du verre? Mais non. L'homme verse les morceaux dans une coupe de cuivre remplie d'eau de rose. Ils fondent lentement, laissant s'échapper une vapeur légère et parfumée. Une femme s'approche, prend la coupe, boit une gorgée, ferme les yeux, soupire. Le marchand sourit, satisfait, comme s'il venait d'offrir un petit miracle ordinaire. Vous vous approchez, hésitant, incapable de détourner le regard. L'homme relève la tête. Ses yeux sont clairs, malicieux. Première fois que vous voyez de la glace au milieu du sable. Vous hochez la tête, bouche entr'ouverte. Il sourit, amusé, sans moquerie. Suivez la ruelle là-bas. À gauche, après le deuxième puits. Vous verrez quelque chose que le vent garde secret depuis des siècles. Vous le remerciez d'un signe. La coupe de cuivre fume encore doucement, laissant dans l'air un parfum sucré et frais. Vous partez, suivant les instructions, votre cœur battant plus vite sans raison claire. Les ruelles se vident, les voix s'éteignent une à une. Le vent reprend possession du village. Vous passez le premier puits. Des hommes y tirent l'eau avec des cordes luisantes d'usure. Le deuxième est plus profond, presque noir. Au-delà, un silence nouveau s'installe, et soudain, au bout du chemin, vous la voyez, une silhouette étrange, massive, comme un temple endormi, un dôme inversé, posé sur le sol, lisse et clair sous la lumière des étoiles, le Yakshal. Vous vous arrêtez un instant, bouche entr'ouverte. Le vent souffle sec, chargé de sable. Un frisson vous parcourt malgré la chaleur. Ce soir, vous l'avez compris, le désert n'est pas qu'un royaume de feu. Il cache aussi des secrets de glace. Et votre voyage ne fait que commencer. La ruelle s'efface derrière vous, avalée par la nuit. Devant, le sable se mêle à la poussière d'argile et le vent s'est apaisé, comme s'il vous laissait approcher d'un lieu qu'il respecte. Le sol devient plus ferme, légèrement en pente. L'air change. Il y a là quelque chose d'étrange, une sensation plus dense, plus fraîche, imperceptible mais réelle, comme un souffle venu d'ailleurs. Puis soudain, la voilà, la forme immense que le marchand avait évoquée d'un simple geste du menton. Un dôme colossal, inversé, posé sur la terre comme un coquillage géant. La lune glisse sur ses flancs blanchis, révélant des nuances d'ocre, de sable et de chaux. Le mur semble respirer. Il n'est pas lisse, il est fait de couches irrégulières de boue, de paille et de plâtre, superposées comme les cernes d'un arbre ancien. Vous restez là un instant, à distance, le Yakshal. Vous répétez le mot à voix basse. Il a le goût du froid, déjà. Il claque doucement entre vos lèvres. Il n'y a pas de porte, seulement une fente basse, à peine assez large pour un homme penché. Vous vous accroupissez, passez la tête, et un courant d'air vous frappe, sec, vif, inattendu. Votre peau se hérisse, la chaleur du désert s'effondre d'un coup, avalée par la fraîcheur qui dort à l'intérieur. Vous entrez. Le sol est dur, lisse, presque humide. L'obscurité est totale. Puis, au bout de quelques secondes, vos yeux distinguent des reflets. Une lumière pâle descend du sommet du dôme par une ouverture minuscule. La lune s'y accroche, s'étire, tombe lentement le long des parois. Devant vous, un bassin, un large creux ovale, creusé dans le sol, et dans ce creux, de la glace. Vrai,
massive, des blocs translucides empilés, luisant sous la lueur lunaire. Certains fondent doucement, laissant tomber des gouttes fines sur la terre battue. Ploc, ploc. Chaque goutte résonne dans le silence comme un battement de cœur. Vous sentez le vôtre ralentir, comme pour s'accorder à ce rythme ancien. Le froid n'est pas hostile ici. Il est calme, ordonné, presque vivant. Vous vous accroupissez, touchez la terre froide du bout des doigts. Une onde remonte le long de votre bras, douce et glacée à la fois. Vous levez les yeux vers la voûte. Elle s'élève comme un ventre de pierre, percé de minuscules fissures par où s'infiltrent les filets d'air. Chaque souffle semble calculé, chaque pierre posée pour un équilibre invisible. Vous comprenez que cet endroit n'est pas un simple réservoir, c'est un temple, un sanctuaire du froid. Le silence est si parfait que vous entendez le sang battre dans vos tempes. La glace respire, le vent glisse à travers une ouverture minuscule et chante très faiblement. Un son presque musical, comme une flûte faite de pierre. Vous restez là, immobile, incapable de bouger. Le froid n'est plus une sensation, c'est une présence, une mémoire ancienne, patiente, posée là depuis des siècles. Et puis, un bruit discret, un petit frottement derrière vous. Vous vous retournez brusquement. Un garçon se tient à l'entrée, une lampe à huile dans la main. C'est lui, le même que tout à l'heure. La flamme tremble, dessinant des ombres qui glissent le long des parois. Il vous regarde avec un air malicieux, la bouche légèrement tordue par un sourire complice. « Je te l'avais dit » murmure-t-il. Sa voix résonne doucement dans l'espace comme une onde. Il avance, pose la lampe sur une pierre plate, et la lumière se déploie autour de lui. Le dôme s'éclaire un peu plus, révélant les couches de glace, les reflets, les contours d'une architecture d'une précision déconcertante. « Demain, dit-il encore, je te montrerai comment on attrape le froid. » Vous le regardez sans rien dire. Il se redresse, souffle sur la flamme pour l'éteindre. Le noir retombe d'un coup, avalant tout, sauf la lueur blanche de la lune qui filtre d'en haut. Le silence revient, plus profond, plus dense. Il n'y a plus que le son des gouttes. Ploc, ploc. Et dans cette obscurité, vous comprenez soudain que ce que vous venez de voir n'est pas seulement une prouesse d'ingéniosité. C'est un pacte ancien entre l'homme et le désert, un accord tacite pour que le froid survive au feu. L'aube s'étire doucement sur le désert. La lumière, encore fragile, effleure les collines d'argile et fait briller les grains de sable comme des éclats d'or. Vous dormiez à moitié, bercé par le silence, quand 3 coups légers frappent à votre porte. Vous ouvrez. Le garçon est là, déjà éveillé depuis longtemps. Ses cheveux sont en bataille, son panier pend de son bras. À l'intérieur, quelques oignons, un couteau émoussé, un bouquet de menthe à moitié fané. Il vous regarde avec son air tranquille et dit simplement « Debout ». Il est temps d'aller voir comment on tisse le froid. Vous vous levez sans protester. L'air du matin est tiède, mais porteur d'une promesse plus douce que la veille, celle d'un secret à comprendre. En marchant vers le Yakshal, vous répétez le mot mentalement. Il a quelque chose d'étrange, presque vivant. Vous demandez « Que veut dire Yakshal ?» Le garçon sourit sans ralentir. Yak veut dire glace, et Shal, creux, le creux de glace. Il rit, amusé de votre expression. Un nom simple, non ? Mais ce qu'il cache, lui, ne l'est pas du tout. Vous arrivez à l'arrière du dôme, là où le vent semble plus vif. Le sol s'abaisse en une large cuvette. Devant vous s'étendent plusieurs bassins rectangulaires, séparés par de petits murs d'argile. Ils ressemblent à des miroirs de terre, vides à première vue, mais il suffit de s'approcher pour voir qu'ils contiennent une fine pellicule d'eau gelée. Le garçon saute dans l'un d'eux, les pieds nus s'enfonçant dans la boue craquelée. Il vous montre la surface du bassin, un voile de glace transparente, à peine épais comme une feuille de papier. C'est ici que tout commence, dit-il. On dirait des chants, murmurez-vous. Sans son, des chants de froid. Le vent souffle léger, il vient du nord. Le garçon désigne une colline lointaine. Là-bas souffle le bas des Sia.
le vent noir. Noir? Pas par la couleur, par sa force. C'est lui qui nous aide. Il vient des montagnes et glisse sur la terre, plus froid que la nuit elle-même. Il s'accroupit, prend un petit bâton, trace une ligne dans la poussière. Nous versons l'eau ici, chaque soir d'hiver. Quand la température tombe, elle gèle. Le mur d'argile bloque la chaleur du jour et retient le froid de la nuit. Le vent du nord passe, lisse la surface, et la glace se forme sans bruit. Vous écoutez, fasciné. Chaque mot semble peser, chaque geste répété depuis des générations. Le garçon plonge la main dans l'eau et en ressort un éclat de givre qu'il tient entre ses doigts. Le soleil naissant s'y reflète. Nous ne faisons pas la glace avec l'eau, dit-il, mais avec l'ombre, le vent et la patience. Vous souriez. Cette phrase, simple et claire, a quelque chose de magique. Elle sonne juste. Elle contient tout, la science, la poésie, la foi. Autour de vous, le monde est silencieux. Pas un cri d'oiseau, pas un pas. Juste le vent qui glisse sur les murs et le léger craquement de la glace qui s'épaissit. Vous avez froid aux mains, mais votre cœur, lui, s'est réchauffé. Le garçon prend une petite écuelle, la plonge sous la glace et racle délicatement une mince couche de givre. Il la soulève, la regarde contre la lumière, transparente, parfaite, puis il la jette en l'air. Le morceau tourne, scintille un instant, avant de retomber avec un petit clic clair sur la surface gelée. Vous riez, lui aussi. Ce son résonne dans le silence comme un accord parfait. Il reprend. Quand la nuit est très froide, nous avons des blocs plus épais. Quand elle est douce, juste assez pour rafraîchir le thé. Vous imaginez les villageois, la nuit, versant l'eau, surveillant le vent, écoutant le ciel. Rien de mécanique ici. Tout est geste, observation, écoute. Le garçon se redresse, passe une main sur son front. Ce que tu vois là, c'est un travail d'équilibre. Le vent, la lune, l'eau, la terre, tous doivent s'entendre. S'il se fâche, rien ne gèle. Il rit encore, enfonce ses doigts dans la terre humide et les tend vers vous. Regarde, même la boue garde la fraîcheur. C'est elle qui protège. Vous posez la main sur la paroi d'argile. Elle est froide, en effet, malgré le soleil qui monte. La matière respire, vivante, fidèle à sa mission. Le garçon grimpe hors du bassin et suit ses pieds dans la poussière sèche. Ce soir, dit-il, nous transporterons la glace dans le Yakshal. Tu verras comment on la garde vivante. Il se détourne, reprend la route du dôme. Le vent du nord siffle doucement derrière vous. Vous regardez une dernière fois ces bassins, ces champs de froid endormis sous la lumière du matin, et vous vous dites que, peut-être, la magie la plus pure n'est toujours là où la science est patiente. Le soleil monte lentement, glissant sur les murs d'argile du Yakshal. Vous le regardez se dresser devant vous, majestueux et silencieux, comme un navire échoué au milieu du désert. Sa forme intrigue. Un cône inversé, massif à la base, s'affinant vers le ciel. Vous demandez, curieux, pourquoi cette forme? Pourquoi pas un mur droit, un cube, quelque chose de plus simple? Le garçon hausse les épaules, puis esquisse un sourire amusé. Parce que le froid, dit-il, monte lentement, mais la chaleur, elle, monte vite. Ici, la forme fait tout. Le cône guide le vent, pousse la chaleur vers le haut, et le sommet, ouvert, laisse l'air chaud s'échapper. Il trace dans la poussière une ligne courbe du doigt. C'est comme un souffle. Le vent passe par là, sort par le haut, emporte le feu du jour. Et la glace, elle, reste tranquille, en bas, bien à l'abri. Vous observez le dôme avec un nouveau regard. Chaque courbe, chaque angle, chaque fissure semble avoir une raison d'être. Ce n'est pas seulement un bâtiment, c'est une respiration. Et à quoi sert toute cette glace? Demandez-vous encore. Le garçon s'assoit dans l'ombre d'un mur, tire un brin de paille de sa sandale. À tout, il compte sur ses doigts, à rafraîchir le lait de chèvre, à garder les fruits, à apaiser les fièvres. Il lève le menton vers vous, un éclat malicieux dans les yeux, et à parfumer les mariages. Vous riez. Les mariages?
Oui, avec de l'eau de rose. Il se redresse, prend un ton solennel comme s'il récitait un proverbe. L'eau de rose, ça rafraîchit l'âme. Vous éclatez de rire, surpris par sa gravité théâtrale. Mais il ne rit pas. Il répète doucement, presque pour lui-même. C'est vrai, ça rend le monde plus léger. Vous entrez à nouveau dans le yakshal. La lumière du jour y filtre par de petites fentes dans la voûte, traçant des bandes dorées sur les murs. L'air à l'intérieur est toujours frais, stable, paisible. L'odeur de terre humide s'y mêle à celle de la paille et du givre. Des blocs de glace sont empilés les uns sur les autres, séparés par des couches de foin et de tissu brut. Le garçon vous montre comment il les range. Toujours du plus vieux au plus jeune, les anciens en bas, les nouveaux en haut. Ainsi la glace d'or se repose, comme une famille bien ordonnée. Vous vous accroupissez. Sous vos doigts, l'eau froide s'infiltre dans une fissure du sol et un frisson vous traverse. Ce n'est pas seulement le contact du froid, c'est une sensation plus vaste, comme si quelque chose en vous se souvenait d'un geste ancien, oublié. Vous imaginez les hommes d'autrefois, courbés dans ce même silence, soulevant des blocs de glace à la lueur d'une lampe. Leur souffle, leur fatigue, leur patience. Le garçon, lui, continue de parler doucement. Autrefois, il y avait un gardien ici, quelqu'un qui ne dormait presque jamais. Il devait écouter le vent, sentir la température, savoir quand la glace se réveillait. Il posait la main sur la paroi, fermait les yeux et savait. Vous relevez la tête. Il n'avait pas d'instrument ? Non, dit-il en souriant. Pas de thermomètre, pas de livre, pas de calcul. Juste les oreilles, les yeux et parfois le cœur. Le ton de sa voix vous touche. Vous le regardez un moment, sans parler. Le vent glisse à travers une fissure, caresse les parois du dôme, puis s'échappe par l'ouverture du haut dans un long soupir. Le garçon s'accroupit, trempe la main dans une flaque d'eau glacée. Le froid est vivant, dit-il. Vivant ? Oui, il bouge, il respire. Il fuit quand on le brusque. Alors on le garde doucement, comme un animal endormi. Vous hochez lentement la tête. La glace, le vent, la terre, la paille, tout ici est lié. Une mécanique sans machine, un équilibre fragile, entretenu par des mains patientes. Dehors, le soleil commence à descendre. À travers la petite ouverture du sommet, la lumière devient dorée, presque liquide. Elle tombe en filets sur la glace, la fait scintiller d'un éclat d'argent. Le garçon se tait et vous aussi. Le yakshal respire, le vent entre, ressort. Et pendant un instant, vous croyez entendre un murmure, comme si le froid lui-même chuchotait une prière ancienne. Pas de formule, pas de science exacte, juste la terre, le vent, la patience et un peu de cœur. La nuit est tombée, douce et claire. Le désert a retrouvé son silence, et le vent du soir, cette fois, semble murmurer plus bas, comme s'il ne voulait pas déranger ce qui va se passer. Vous êtes de retour derrière le yakshal, la lune flotte au-dessus de vous, pâle et ronde, et l'air un peu plus frais vous caresse la nuque. Le garçon arrive, les bras chargés d'un grand bassin en métal. Le reflet de la lune danse sur la surface de l'eau qu'il porte avec précaution. Ce soir, dit-il fièrement, on ne fait pas que de la glace. On fait de la glace à la rose. Il dépose la bassine au sol, puis s'assoit à côté de vous, les jambes croisées. Vous penchez la tête au-dessus du récipient. Le liquide à l'intérieur est d'un blanc crémeux presque doré. Il y a du lait de chèvre, du sucre de canne, des pétales de rose séchés et quelques filaments transparents de résine d'arbre. Un parfum monte, sucré, floral, étrange, un parfum d'autrefois. Le garçon attrape une poignée de glace, la broie avec précaution et en dépose les éclats tout autour du bassin. Pas de machine, pas de bruit, seulement les gestes lents, précis, hérités de ceux qui savaient écouter le vent. Vous l'imitez, vous poussez doucement la glace autour de la bassine, formant un cercle argenté. Il rit. Oui, comme ça, pas trop vite. La glace doit refroidir l'air, pas se battre contre lui. Vous remuez lentement, la cuillère en bois entre les mains. Le mélange s'épaissit à mesure que la nuit avance.
L'odeur de lait chaud et de fleurs s'enroule dans l'air, se mêle à la poussière du désert. Le vent souffle, léger, sur vos joues. On dit que le secret du faloudé, c'est le rythme, explique-t-il. Pas trop fort, pas trop lent, comme le cœur. Vous continuez à tourner. Le son du bois contre le métal s'accorde au souffle du vent. Petit à petit, la texture change. La crème devient plus dense, soyeuse. Le garçon plonge la cuillère, goûte, puis vous tend une petite portion. Goûte. Vous portez la cuillère à vos lèvres. Le froid surprend d'abord, puis la douceur. Une saveur sucrée, florale, presque aérienne. Vous fermez les yeux. C'est comme mordre dans un souvenir, quelque chose d'enfoui, de familier, mais que vous n'avez jamais vraiment connu. Le garçon vous observe, amusé. Alors, vous souriez, incapable de parler. Il rit, satisfait. Les anciens Perses en faisaient déjà. C'était leur façon de goûter le froid. Un instant passe. Vous regardez la lune, haute, immobile, puis demandez « Et en hiver, vous en mangez aussi ?» Il hausse les épaules, l'air malicieux. Bien sûr. Pour se rafraîchir? Non, pour se souvenir de l'été. Vous éclatez de rire. Une réponse simple, poétique, parfaitement absurde, mais elle sonne juste. Il ajoute plus doucement « Ici, le froid n'est pas un luxe, c'est la vie. Sans lui, l'eau se perd, la nourriture tourne, les hommes s'épuisent, la glace, c'est notre pause, notre respiration dans la chaleur. Vous hochez la tête, méditatif. Là d'où vous venez, le froid est un bouton qu'on tourne, une machine qu'on oublie. Ici, il est un trésor, une conquête quotidienne, et surtout, une preuve de sagesse. Le garçon reprend la cuillère, tourne encore un peu. Le silence s'épaissit, habité seulement par les sons du vent et du métal. Les étoiles s'allument une à une, comme si le ciel tout entier goûtait la paix du moment. Vous prenez une dernière bouchée. Le goût est délicat, presque fragile. Il fond lentement sur la langue, laissant une fraîcheur subtile, un souvenir de fleurs. Et vous comprenez, ce n'est pas seulement une recette, c'est une manière de parler au désert, de lui dire « Nous t'avons compris ». Le garçon relève la tête, vous regarde longuement. Son visage est calme, éclairé par la lune. Puis il murmure comme pour lui-même « La glace, ici, ce n'est pas seulement du froid, c'est de la patience qu'on peut goûter. » Vous le regardez en silence, le cœur un peu serré. Le vent du désert passe derrière vous, fait trembler la flamme d'une lampe au loin, et dans ce moment suspendu, vous sentez que la nuit entière s'est mise à respirer à votre rythme. L'aube s'étire lentement au-dessus du désert, déposant une lueur rose sur les toits d'argile. L'air est encore frais, presque timide, et le vent porte cette odeur unique des matins persans, un mélange de sable froid, de paille et de lait tiède. Vous entendez un bruissement, un cliquetis de métal, le pas d'animaux. Le garçon est déjà debout, affairé derrière le yakshal. 2 ânes l'attendent, harnachés à une charrette basse. Sur la plateforme, plusieurs caisses de bois soigneusement calées, garnies de paille dorée. À l'intérieur, des blocs de glace luisants, découpés pendant la nuit. Le garçon vous fait signe. « Tu viens ? Où allons-nous ? » Au marché du matin. La glace ne reste pas ici. Elle doit vivre, circuler. Vous aider à tirer les cordes, à fermer les caisses. Chaque geste est lent, précis, comme un rituel. Le bois craque, le cuir grince, les sabots frappent doucement la terre, puis la charrette s'ébranle, avançant dans le silence bleu du petit jour. Le vent frais vous effleure le visage. Vous regardez les caisses osciller doucement, la paille frémir autour des blocs de glace. De temps à autre, une goutte d'eau s'échappe, roule sur le bord, tombe dans le sable, un éclat minuscule de fraîcheur qui disparaît aussitôt. Le garçon marche à côté des ânes, sifflotant sa mélodie habituelle. « Tu vois, dit-il, la glace du yakshal ne dort jamais. Chaque matin, elle prend la route, pour les mariages, pour les malades, pour les marchands. Sans elle, le marché ne chanterait pas. Vous traversez une plaine parsemée de tamaris et de pierres. Au loin, le village se réveille. Un coq, un chien,
une porte qui claque, le soleil pointe à peine, l'air devient doré. Quand vous arrivez, le marché bourdonne déjà, les étals se dressent comme des taches de couleur dans la poussière. Des femmes disposent des fruits sur des tissus à motifs. Un homme retourne du poisson sur un plateau d'argile encore froid. Les voix s'entremêlent, graves et claires, ponctuées de rires, d'appels, de salutations. Le garçon arrête les ânes, saute à terre et soulève le couvercle d'une caisse. Un souffle frais s'en échappe. Les marchands s'approchent aussitôt. Un homme verse des morceaux de glace dans un seau d'eau sucrée pour y plonger des grenades fendues. Le jus rouge coule sur ses mains, luisant sous le soleil. Plus loin, une vieille femme reçoit un petit bloc et le glisse dans une jarre de lait de chèvre. Et juste à côté, un jeune vendeur prépare le faloudé du jour, vermicelle translucide, sirop rose, éclat de glace. Le garçon se tourne vers vous. Tu vois ? Tout le monde a besoin du froid, même le poisson, même le lait, même les roses. Vous l'aidez à sortir un bloc, à le porter jusqu'à une table de bois. La glace pèse lourd, le contact est rugueux, humide, presque vivant. Vous sentez la paille contre vos doigts, la fraîcheur glissant le long de vos bras. Pendant que vous soufflez un peu, le garçon vous explique la logistique. Chaque caisse est isolée avec de la paille et du tissu. Pas trop serré, sinon la glace étouffe. Et les livraisons doivent se faire avant le grand soleil, sinon elles fondent, elles meurent, corrige-t-il en riant. Vous riez aussi. Il continue. Certains villages notent tout, combien de blocs partent, pour qui, à quelle heure. Ils avaient même des registres. Des registres, oui, des tableurs. Ils marquent une pause dramatique. En bambou. Vous éclatez de rire. L'image vous traverse. Un vieil homme à la barbe blanche, penché sur un rouleau de bambou, notant gravement le nombre de blocs livrés avec de l'encre de plante. Le garçon hausse les épaules. Eh oui, c'était leur administration du froid. Pas besoin d'ordinateur. Le soleil grimpe, les voix s'amplifient. Le marché devient une ruche. Chaque souffle, chaque pas semble rythmé par la présence invisible de la glace. C'est elle qui permet au lait de rester doux, aux fruits d'être juteux, au sirop de briller. Vous regardez autour de vous. Le froid, ici, est un lien. Il relie les gens comme un fil d'eau sous la poussière. Il fait vivre la communauté entière, discrètement, humblement. Le garçon range les caisses vides, replace la paille. Quelques gouttes de fonte perlent sur le bois et tombent sur la terre. Vous les suivez du regard jusqu'à ce qu'elles disparaissent, avalées par le sol. Tu sais, dit-il en s'essuyant les mains, parfois je pense que la glace n'est pas faite pour durer. Elle existe juste assez longtemps pour nous rappeler la valeur du moment. Vous restez silencieux, le marché s'agite, le vent transporte des éclats de voix, l'odeur du pain chaud, du lait, des dattes. La vie s'organise, simple, efficace, tranquille, une civilisation entière, réglée sur le souffle d'un vent et la patience d'un dôme. Et tandis que vous reprenez la route du Yakshal, vous vous surprenez à penser. Le désert, finalement, n'a jamais été un lieu de mort. C'est un atelier du temps où chaque goutte d'eau, chaque grain de sable, chaque souffle de vent apprend à durer. Le retour se fait lentement, sous un soleil devenu implacable. La route que vous aviez trouvée douce le matin s'étend maintenant comme un fleuve de feu. Les ânes avancent tête basse, les sabots lourds, leurs ombres tremblant sur la poussière. Le garçon marche en silence, la main posée sur la bride, tandis que la chaleur semble avaler tous les sons. Le vent du nord s'étue, plus rien ne bouge, sauf le sable. Le désert entier paraît retenir sa respiration. À mesure que vous approchez du Yakshal, la lumière devient presque blanche. Les blocs de glace restants fondent lentement dans les caisses, l'eau s'infiltrant entre les brins de paille. Vous sentez sur votre nuque la morsure du soleil. Et pour la première fois, vous comprenez vraiment ce que signifie avoir soif. Le garçon lève le bras, désigne un grand figuier tordu. Sous son ombre, un vieil homme est assis, immobile, un bâton à la main. Sa barbe est grise, ses yeux, plissés par la lumière, semblent aussi anciens que la terre elle-même. C'est lui, dit le garçon doucement.
Qui? Le gardien du Yakshal, mon grand-père. Vous vous approchez avec respect. Le vieil homme vous observe un instant, puis incline la tête. Tu viens de loin, murmure-t-il. Vous acquiescez. Il sourit, un sourire lent, comme le mouvement du vent sur la dune. Alors tu veux savoir comment on garde le froid dans le désert? Oui, et comment on trouve l'eau aussi. Il rit, un rire sans dents, mais plein de bienveillance. Ah, sans eau, pas de glace, et sans Kanat, pas de vie. Le garçon s'assoit à côté de lui. Le vieil homme reprend sa voix un peu rauque. Les Kanat, ce sont les veines du désert. Tu ne les vois pas, mais elles coulent sous tes pieds, des tunnels creusés à la main, depuis la montagne jusqu'ici, toujours en pente douce, toujours caché du soleil. Il tend son bâton vers l'horizon. Là-bas, derrière les collines, il y a la source. L'eau descend lentement, très lentement jusqu'au village, sans pompe, sans moteur, seulement grâce à la gravité et à la patience. Vous imaginez alors ces canaux invisibles serpentant sous la terre, porteurs d'une eau silencieuse, une œuvre gigantesque, souterraine, tissée dans la poussière. Le vieil homme poursuit, les yeux mi-clos. Les anciens savaient calculer la pente à l'œil, au centimètre près. Pas trop raide, sinon l'eau s'échappe. Pas trop plate, sinon elle stagne et pourrit. Un équilibre parfait, tracé non pas sur des plans, mais dans leur mémoire. Le garçon ajoute, avec fierté, certains Kanats faisaient plus de 30 kilomètres. Des hommes passaient des mois sous terre, couchés, creusant dans le noir. Le vieil homme acquiesce. Il travaillait allongé, la torche à la main, une lampe à huile ou parfois juste une flamme. Pour respirer, il tenait entre les dents un long tube de roseau qui remontait jusqu'à la surface. Certains ne revenaient jamais. Le silence tombe. Vous sentez la gorge se nouer. L'image de ces hommes rampant dans la pénombre, creusant le ventre du monde, vous hante. Et ceux qui mouraient là, demandez-vous d'une voix basse. Le garçon répond, la tête baissée. On les enterrait tout près du Kanat. On disait qu'ils gardaient l'eau, les gardiens du silence. Le vieil homme hoche lentement la tête. Oui, c'est grâce à eux que l'eau est venue jusqu'à nous. Chaque goutte a un prix que le sable n'oublie jamais. Il se tait, ferme les yeux un moment. Le vent se lève, soulève un peu de poussière, puis retombe aussitôt. Tout autour, le désert redevient un grand lac immobile. Vous regardez le Yakshal, brillant sous le soleil. Vous comprenez que sa puissance ne vient pas seulement de son architecture, mais de ce réseau invisible, de ces rivières enfouies, de ces hommes qui ont su écouter la terre. Le vieil homme reprend, d'une voix plus douce. Certains disent que les premiers Kanats sont nés ici, en Perse, il y a plus de 3000 ans. D'autres pensent qu'ils viennent de la Mésopotamie. Peu importe. L'eau ne connaît pas de frontières. Elle va où la gravité la guide. Il plonge la main dans une petite jarre à ses côtés, en sort une coupe d'argile. Il vous la tend. Bois. Vous portez le récipient à vos lèvres. L'eau est fraîche, pure, presque sucrée. Elle sent la terre et la pierre, un goût d'éternité. Le vieil homme vous observe. Tu comprends maintenant pourquoi on dit que l'eau ici n'est pas seulement la vie, c'est la mémoire. Le garçon regarde son grand-père, puis vous. Sans le Kanat, le Yakshal serait juste un cône vide, un grand chapeau sur du sable. Les trois rient doucement, mais dans ce rire, il y a du respect. Un respect ancien, presque religieux. Le vieil homme repose son bâton contre le sol, lève les yeux vers le ciel aveuglant. Tant que l'eau coule, dit-il, le désert ne gagne pas. Et tant que le désert résiste, l'homme apprend la patience. Vous restez un moment sans parler. Le vent recommence à souffler, timide. L'ombre du figuier tremble sur le sable. Et là, dans cette chaleur vibrante, vous sentez une vérité simple. La glace, ici, n'est pas un miracle. C'est un hommage à ceux qui ont su creuser la terre pour offrir au monde la fraîcheur d'une goutte d'eau. Le soleil décline doucement, mais la chaleur, elle, reste accrochée à la terre comme un animal têtu.
Le garçon s'affaire à détacher les ânes pendant que le vieil homme alimente un petit feu de brindilles sous le figuier. L'odeur du bois sec se mêle à celle du sable chaud. Un silence tranquille enveloppe tout, un de ces silences lourds, mais pleins de vie. Vous êtes assis là, entre deux, et vous écoutez, sans parler. Le vieil homme remue doucement une petite théière en cuivre posée sur les braises. Il ne se presse pas. Chaque geste semble fait pour durer. Il dit enfin d'une voix lente, « Le kanat, tu sais, c'est une ligne parfaite. Pas un seul degré d'erreur, sinon l'eau s'arrête ou s'échappe. Mais pour tracer cette ligne, il n'y avait ni instrument, ni compas, ni calcul. Seulement l'œil, la mémoire et l'intuition. » Il lève le doigt vers l'horizon. « Regarde cette pente-là, dit-il. Tu ne la vois pas, mais elle existe. C'est ce qui fait que l'eau arrive ici, à ce puits, à ce yakshal. » Le garçon ajoute, fier. Certains disent que les anciens savaient sentir la pente sous leurs pieds. Ils marchaient, écoutaient, touchèrent la terre et savaient. Le vieil homme hoche la tête. Ce n'est pas un savoir de tête, mais de cœur. Pour faire couler l'eau, il faut d'abord écouter. Pour garder le froid, il faut savoir attendre. Il verse le thé dans 3 petites coupes d'argile. La vapeur s'élève, fine, lente, presque transparente. L'eau du kanat, chauffée à peine, exhale un parfum d'herbe sèche. Vous portez la coupe à vos lèvres. Le thé n'est pas brûlant. Il est tiède, apaisant, juste ce qu'il faut. Un goût simple mais profond. Vous sentez la terre, la pierre et un peu de menthe. Le vieil homme boit à son tour, sans bruit. Puis il dit pensif, « Aujourd'hui, les hommes veulent tout, vite, le feu, la glace, la lumière, tout d'un geste, tout d'un bouton. Mais la nature, elle, ne comprend pas la hâte. Elle écoute, elle mesure, elle recommence. C'est pour ça que le désert enseigne. Vous le regardez, ses rides, ses mains, sa lenteur tranquille, tout en lui respire le temps. Pas celui qui passe, mais celui qu'on apprivoise. » Le garçon remue le feu, ajoute doucement. « Mon grand-père dit toujours que pour avoir du froid, il faut d'abord savoir être calme. Le feu brûle, mais le vent aussi peut blesser. La glace, elle, apaise. Elle ne se fabrique pas, elle se mérite. Vous laissez les mots s'enfoncer en vous. Le crépitement du feu, le murmure du vent, le goût du thé, tout se mêle. Le monde ralentit encore comme s'il voulait vous prouver la vérité de ce qu'il dit. Le vieil homme reprend, le yakshal, le kanat. Tout cela n'est pas seulement de la technique, c'est une façon de vivre, une manière de dire à la terre « je t'entends » et à la chaleur « je ne te combats pas, je te comprends ». Vous regardez le ciel, la lumière du soir s'est adoucie, les collines lointaines prennent une teinte de cuivre pâle. L'air est immobile, paisible. Vous songez à la glace, à la paille, à l'eau silencieuse sous la terre, à cette chaîne invisible d'équilibre et d'attente. Et vous comprenez soudain que ce que ces hommes ont fabriqué n'est pas le froid. Non, c'est la paix. Une paix patiente, simple, sans bruit. Une paix qu'on ne branche pas, qu'on ne programme pas, mais qu'on façonne lentement, goutte après goutte, nuit après nuit. Le vieil homme sourit, comme s'il avait deviné votre pensée. Le garçon se lève, attrape une poignée de sable, la laisse couler entre ses doigts. Tu vois, même le sable, quand il tombe doucement, fait du bien. Il rit, léger, et le vent se remet à souffler, juste un peu. Le thé est fini. Le feu s'éteint doucement, ne laissant qu'une lueur rouge sous les braises. Le vieil homme ferme les yeux. Le garçon se tait. Le silence revient, vaste, accueillant. Vous regardez autour de vous. Le yakshal se dresse toujours, immobile, baigné d'une lumière dorée. Et dans cette immobilité, vous sentez battre quelque chose. Un rythme ancien, un battement de terre et de vent. Le désert respire, lentement, comme s'il rêvait. Et vous, à cet instant, vous respirez avec lui. L'aube se lève à nouveau sur le désert. Une lumière pâle effleure les collines, glisse sur les toits d'argile, caresse les murs craquelés. Le vent revient, discret, timide, comme un visiteur qu'on attendait sans le dire. Il porte l'odeur humide de la terre refroidie par la nuit, une odeur de pierre, de poussière et de promesses. Le village s'éveille lentement. Un âne s'ébroue au loin, une porte grince. Quelqu'un allume un feu de bois qui crépite à peine.
rien ne presse. Ici, le matin se gagne au rythme du souffle. Vous sortez, étirez vos bras, laissez la lumière neuve réchauffer votre visage. L'air est tiède, doux, encore fragile. Vous regardez autour de vous. Le Yakshal est toujours là, solitaire, paisible, immuable. Son dôme blanc se découpe sur le ciel d'ambre, comme une prière silencieuse posée sur la terre. Vous marchez jusqu'à lui, lentement. La surface de ses murs garde la trace de la rosée, fine pellicule de fraîcheur déposée dans la nuit. Vous posez la main dessus. C'est froid encore. Pas le froid brutal de la glace, non. Le froid tranquille, domestiqué, celui qu'on apprivoise par respect. Le garçon et le vieil homme ne sont pas loin. Ils s'occupent des Snankadesrazin, rangent les cordes, sans un mot. La vie continue, calme, ordinaire. Et c'est justement cela le miracle. Ici, la sagesse ne se proclame pas. Elle se pratique, chaque jour, dans un geste patient, une main posée sur la terre, un regard tourné vers le vent. Vous repensez à tout ce que vous avez vu, entendu, ressenti, la glace née de l'ombre, les canaux d'eau souterrains, les mains qui creusent, qui attendent, qui savent. Et cette phrase, murmurée par le vieil homme, résonne encore. Pour garder le froid, il faut savoir attendre. Les anciens Perses n'ont jamais cherché à dominer la nature. Ils ont choisi de lui parler doucement, de composer avec elle, de l'écouter. Ils ont fait du désert un allié, du vent un compagnon, du froid une offrande. Et dans ce dialogue millénaire entre la terre et l'homme, ils ont trouvé une forme de paix. Vous fermez les yeux un instant, vous entendez le vent, le feu, la vie, tout semble suspendu. Quand vous les rouvrez, la lumière a changé. Le soleil est plus haut, plus chaud. Le Yakshal brille maintenant comme un phare immobile dans la mer du sable. Vous comprenez que ce que vous laissez derrière vous n'est pas un monument, c'est une leçon, une preuve tranquille que l'intelligence humaine peut rimer avec douceur et la science avec humilité. Le vent passe, soulève un peu de poussière puis se tait. Le désert retrouve son calme, vous inspirez lentement, profondément. Le vent s'apaise, le froid s'endort, et vous, vous fermez doucement les yeux. Le feu s'éteint lentement, l'histoire s'endort avec vous.